Bonjour à tous, c'est Rani Colli. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous présenter dans quelques minutes. Par contre, je vous prie d'éteindre vos microphones pour que je puisse ne pas en fait m'entendre moi-même. Ouais, c'est déjà fait ici. Excellent. Donc il y a encore des gens qui arrivent, mais on va essayer d'être à l'heure, comme d'habitude. Je vais vous présenter ma collègue, Madame Joanne Saint-Ange, du cabinet RHRE, qui va aussi vous adresser quelques mots en ce début de webinaire. Bonjour à tous les participants. Bienvenue à ce deuxième webinaire avec Rani Colli, qui est fort intéressant. J'imagine si vous vous êtes inscrit, c'est en quelque part que vous y voyez votre compte en assistant à ce webinaire. Un petit mot sur le cabinet conseil RHRE qui existe depuis 2002 et qui offre des services en management et accompagnement des entreprises au Canada et à l'international aussi. Donc, puis on a le plaisir de travailler en partenariat depuis quelques années avec M. Colli. Sans plus tarder, si vous avez besoin de d'autres informations plus détaillées, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez aller sur notre site web et nous acheminer aussi des demandes pour plus d'informations. Donc, bonne séance avec Rani. Merci Joanne. C'est un plaisir effectivement de collaborer avec Joanne depuis quelques temps et c'est notre deuxième tentative en termes de webinaire sur cette thématique qui est le business model generation, business model Canva si on parlait du template. Des gens nous rejoignent encore. Je vous demanderai juste s'il vous plaît de mettre vos prénoms, non, mais au minimum vos prénoms. Parce que des fois, il y a des gens qui se connectent à travers leur cellulaire et c'est souvent le nom de leur cellulaire qui sont affichés. Juste pour moi, lors de l'échange tout à l'heure, on va pouvoir se prénommer ou, ou, ou mieux, carrément se nommer. Donc, merci encore pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ravis de démarrer avec vous ce webinaire sur la thématique, encore une fois, du business model, que je vous présente en trois parties. Donc, sur ma présentation pour ceux qui arrivent à la joindre. Donc, il y a la première présentation du cabinet du conférencier, on vient de faire. Me concernant, je suis un spécialiste en innovation d'affaires avec beaucoup d'années en gestion de centres de profit, entrepreneur moi-même, pas qu'à mes heures perdues, je dirais plus à mes heures, formateur consultant aussi sur certains mandats, notamment sur le marketing et le management. J'agis au niveau des deux continents, donc nord-américain et africain, mais surtout la partie Maghreb et la partie Québec. Donc je fais beaucoup d'allers-retours et je remercie beaucoup de gens qui sont parmi nous, qui me suivent ou de près ou de loin à travers les médias sociaux. Cette thématique, c'est un travail de recherche qui remonte à plusieurs années entre Yves Pigneur et Alexander Osterwalder, qui sont les deux co-auteurs de ce livre à succès qui s'appelle Business Model Generation ou Business Model Nouvelle Génération, suivi par la suite par un autre livre qui s'intitule Value Proposition Design, qui va faire d'ailleurs l'objet d'un autre webinaire, puisque la thématique étant riche, on a préféré séparer un peu le premier niveau qui est le business model, puis un peu plus pointu, aller vers la proposition de valeur et comment concevoir des propositions de valeur qui est véritablement vente. Pour des soucis de connexion seulement, je vais éteindre la webcam, mais je vais la rallumer tout à l'heure au niveau de l'échange. Voilà. Donc la deuxième partie concerne donc l'introduction justement à ce concept de business model. Et nous finirons en troisième partie pour 10-15 minutes environ de questions-réponses pour échanger vos expériences si vous en avez ou vos questions, vos préoccupations par rapport à cette thématique. Donc sans trop tarder, je vais aller avec vous. Donc voilà, la présentation un petit peu sommaire. Comme je dis, entrepreneur par passion, conférencier formateur. Je suis très intéressé par l'innovation d'affaires
et je vous expliquerai pourquoi justement cette thématique est intéressante. Le marketing du numérique et l'entrepreneuriat sont aussi des choses qui m'intéressent fortement. Je vais basculer sur un autre écran qui est justement celui-ci. C'est la partie qui va être partagée avec vous. Je vais démarrer par une petite vidéo d'introduction de la thématique que je vous prie de suivre. In this slidecast, we're going to look at why it's essential to have a shared language when discussing business models. Here's an exercise I do at workshops and keynotes, conferences throughout the world. We're not going to do it together because it's mainly for people who don't yet know the business model canvas. I ask them a simple question. What is a business model? And then I ask them to write down your definition. Now, what do you think the result is? There's an image from Christian history that represents this pretty well. It's the Tower of Babel. So the story here is that people wanted to create a tower that would go all the way to heaven. God was afraid and he came down and created languages so people couldn't build this tower anymore. And this is exactly what you get when people speak about business models, value propositions. They don't have a shared language. Now, what happens when you lack a shared language? Let's watch a little advertising video that we did for a conference around business tools last year. This is what happens. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Have you ever been in a meeting like this? Well, how does it look like when people discuss business models without a shared language? So you probably have the smartest people sitting around the table having a meeting, and then the conversation starts. So maybe the boss starts, hey, the world is changing. We urgently need to reinvent our business model. It's the first person's turn. Yeah, services are the way to go. And somebody else says, the numbers show we should grow in emerging markets. And somebody else says, well, what about that new technology we've looked into? Couldn't that be an interesting thing? And then the boss says, hey, I actually know the right person we should hire regarding that technology. And on goes the conversation. And 3 hours later, what do you have? People still talking, not producing great results, blah, 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 blah. Now, this happens not because people aren't smart, but it happens because we don't use the right business tools. Now, do you know how you call this phenomena? There's actually a word for this phenomena. It's called blah, blah, blah. A friend of mine, Dan Rome, wrote a book called Blah, 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 What to Do When Words Don't Work. And this is exactly what's happening when we speak about business models, strategies, and value propositions. We could make these things much clearer if we use the picture or a visual language, and that's what we're going to do throughout the course. So what I want us to do now is leave the land of blah, blah, blah behind us and enter the land of visual tools. So the first tool we're going to look at is, of course, the business model canvas. Now, voilà, donc cette présentation, ou plutôt cette vidéo faite par Alexander Osterwalder, lui-même auteur finalement, et PhD d'ailleurs, donc c'est dans cette thèse durant sa thèse de PhD qu'il a eu à élaborer cette thématique sur le business model. Et cette vidéo démontre justement le besoin d'abord d'un langage commun. Effectivement, quand nous sommes en réunion, c'est sûrement que ça vous est déjà arrivé, les départements et les personnes qui représentent les différents départements autour d'une réunion parlent un langage, voire même des langages différents, des acronymes et des perceptions de la problématique discutée autour donc de la réunion qui sont totalement différentes. Ceci nous mène à concevoir finalement un langage commun, plutôt visuel, au lieu qu'il soit que verbal. Donc cette thématique justement du business model, ce canevas que vous voyez face à vous sous forme de 9 blocs qu'on va expliciter maintenant, nous permet avant tout de concevoir un langage commun. Je vous laisse poursuivre justement ce template ou ce canevas de business model. This is going to allow us to enhance the conversations that we already have and create business models in a very different way.
Now, where did this tool come from? It didn't just fall from the sky. It actually came from a PhD dissertation that I did with Yves Pigneur, who was my PhD supervisor. And when we started practicing this in the field, we saw that people were very interested, and we wrote the book together with a core team and 470 people around the world called Business Model Generation. And in this course, we're going to go beyond business model generation and integrate a lot of the things that we've learned over the last couple of years. So, I want you to leave the land of blah 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 behind you and enter the world of business tools. Class dismissed. Voilà, donc comment un peu l'historique, voir l'origine et la raison première, j'allais dire, qui a poussé Yves, mais aussi Alex, à innover de cette façon, mais aussi à avoir une nouvelle approche par rapport au langage d'affaires, qui s'est transformé par la suite en un livre à succès, mais aussi en une template, donc en un Canva complètement révolutionnaire, que voici justement à travers une petite vidéo. Pour beaucoup d'entre vous qui se sont inscrits, j'ai déjà transmis un certain nombre de documents, mais aussi cette même vidéo. Mais pour l'intérêt général, je vais vous la rediffuser live. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. Channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. Customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. Key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor you perform all key activities. And once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Voilà donc la vidéo qui introduit les 9 blocs du modèle d'affaires, donc du Canva de modèle d'affaires. Et c'est justement une façon de décrire finalement votre activité actuelle, qu'elle soit existante ou future. C'est une façon aussi de la repenser si jamais elle existe depuis un certain nombre de mois ou d'années. Mais c'est aussi une façon de créer de nouveaux produits ou services si jamais vous êtes en mode entrepreneuriat, donc en réflexion pour créer un projet ou une activité. Maintenant, Monsieur Yves Pigneur lui-même, qui en est le co-auteur, va essayer de nous expliciter ces 9 blocs avec un cas pratique que plus ou moins tout le monde connaît, qui est le cas de Nespresso, le fameux café Nespresso, plébiscité surtout avec un acteur fameux qui est George Clooney. Mais je vous laisse regarder donc l'explication donnée par professeur Yves Pigneur, puis je reviens pour débattre justement des utilisations différentes de ce business model.
as a first example, let's define the business model of Nespresso. What's the value proposition of Nespresso? It is to offer the best coffee at home, as good as the coffee in the best cafe in Roma. That's the idea. And this value proposition consists of mainly of two different products. The first one is the Nespresso machine, the other one are the capsules. They have two different distribution strategies for reaching the customers. First, for the machines, they use the retailers for reaching the households and eventually the businesses. And this generates a revenue coming from the machine sales. But most of this revenue goes directly to the machine manufacturers, which are key partners for Nespresso since the beginning. For the Nespresso capsules, the story is a little bit different. They use their own channels. They use the mail order for reaching the customers, or the website, or you can also find now, much more recently, the Nespresso stores that you have in most of the big cities in the world. And those channels is a key resource for Nespresso because they have this ability to reach the customers through those direct distribution channels. When you bought a machine, you have to come back to Nespresso for buying the capsule. So it means that you have a kind of lock-in strategy if you want. So it means it's much more difficult for you to change your company if you want to buy those capsules, because you have to buy the capsules of Nespresso to put those capsules in the machines. And you can reinforce this using, for example, the Nespresso Club for keeping the relationship with the customers. And you can have this kind of strategy because also you have on your resource size the patterns. And based on this, you have the repetitive sales coming from those capsules, which is the main revenue for Nespresso. This is for the right-hand side, the value side of the business model. On the left-hand side, means on the backstage, if you want, you have different resources and activities. One of them is the coffee. You can reach the coffee, and so it means that you have some partnership with the coffee growers, which is normal for the Nestle business. And when you buy those coffee, you have to put that inside the capsules. So it means that Nespresso want to keep this manufacturing activity. So it means you have one of the main key activities, which is the production, and they have the production facilities able to produce millions of capsules per day, and it has a cost. You have some other activities which is related to the marketing and branding activity and branding resources, which has a cost. And the last activity is the distribution or the logistics, because you have to reach those customers with this direct distribution. So it means that you have the third activity, which is the distribution activity, which has a cost, which is the cost related to this logistics activity. This is the business model of Nespresso. Donc, quand vous venez de le constater avec professeur Yves Pigneur, qui nous a en fait présenté une illustration de qu'est-ce que peut faire une entreprise avec le business model Canva. Et le cas de Nespresso est assez édifiant. D'ailleurs, il va nous suivre durant ce webinaire parce qu'on le prend un peu comme un fil rouge durant nos présentations. Vous remarquez d'abord que c'est un aspect très visuel, donc c'est avec des post-it qui sont électrostatiques. On peut sur un tableau, sur une grande affiche ou carrément sur une petite affiche, en imprimant le modèle du business, du modèle, enfin le Canva du modèle d'affaires, on est capable comme ça de designer ou de concevoir, si vous préférez, les éléments clés d'une activité, d'une entreprise ou même d'un département. Ça pourra aussi être une des utilisations. L'intérêt maintenant pour un entrepreneur ou un chef d'entreprise, c'est d'abord et avant tout de créer une vision partagée
de ses activités ou de son activité avec l'ensemble de ses collaborateurs. Les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs ont ça de particulier, c'est que dans leur tête, ils comprennent très bien qu'est-ce qu'ils veulent faire, comprennent très bien les éléments clés de leur modèle d'affaires, sauf que c'est pas suffisant qu'ils le gardent seulement dans leur tête. Donc cet outil, en plus d'être un langage commun, une fois qu'il est véhiculé à travers l'entreprise, peut servir aussi et surtout comme étant un élément de vision partagée et que l'ensemble des collaborateurs, je dirais même l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes, puissent regarder le projet, l'entreprise de la même façon et qu'elles puissent considérer tout ensemble les éléments clés de ce modèle d'affaires de façon à ce qu'on puisse les améliorer. Mais avant de pouvoir les améliorer, il va falloir d'abord les identifier. Et l'histoire de Nespresso est édifiante. On va vous la raconter en vidéo justement. Regardez le passage qu'il y a eu entre Nespresso d'il y a quelques années vers Nespresso d'aujourd'hui et comment le modèle d'affaires a été drastiquement changé, ce qui a été la cause principale du succès de Nespresso aujourd'hui. In this slidecast, we're going to look at Nespresso's business model yesterday and today. So let's start with yesterday. What few people know is that Nespresso's business model actually didn't work and almost went bankrupt before they succeeded. This is how the business model looked like. Nespresso was going to manufacture the machines in a joint venture with machine manufacturers and sell the machines through a sales force of the joint venture. Donc ici, pas pour le but de traduire mot à mot, mais au moins l'esprit, c'est qu'avant, le business model ou le modèle d'affaires de Nespresso était justement comme vous pouvez le voir sur cette partie. Donc il y avait éminemment des manufacturiers, donc ils ont fait une alliance avec des fabricants de machines, et puis le système de Nespresso était la proposition de valeur. Par contre, ils utilisaient aussi une force de vente externe pour pouvoir atteindre les bureaux afin de les convaincre d'acheter leurs machines. Je vais juste réactiver la vidéo. Excusez-moi. Et voilà. Two things didn't work here. Number one, the sales force was not particularly interested in selling these machines. And number two, the offices were not particularly interested. So this business model didn't work. The lesson here is that the right business model can be the difference between success and failure for exactly the same product and technology. Ce que nous essayons de développer ici comme idée, c'est que ce n'est pas tant un changement de technologie qui s'est produit au niveau de Nespresso et ce n'est pas le changement technologique qui était à l'origine de son succès. Avec les mêmes produits, la même technologie, nous avons juste opéré au niveau de Nespresso un changement du modèle d'affaires et c'est ce qui a été véritablement à l'origine de leur succès. So if you're just focusing on products and technologies, you're not doing enough. So the business model that did work looked like this. Let's look at some of the results that this business model produced. Now, pretty impressively, it's still one of the fastest growing businesses inside the Nestle Group, which is the biggest food company of the world. It had an average growth rate of about 30% per annum from the year 2000 to 2013. Il est important quand même de mentionner que la filiale qui est Nespresso, qui fait partie du groupe Nestlé, gros groupe, l'un des plus gros groupes au monde dans l'agroalimentaire, sinon le plus grand quasiment, a réalisé entre 2000 et 2013 une croissance moyenne de 30% de leur volume d'affaires avec ce business model et ce modèle d'affaires à succès. Now, that's pretty impressive for a company outside of the startup scene or outside of Silicon Valley. Now, this business is worth about 4.5 billion Swiss francs in annual revenues, 5 billion US dollars that would be approximately. And what's interesting is that it's more or less, we could say, from one product line. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que ce modèle d'affaires à succès a pu générer environ 5 milliards de dollars de revenus en 2013. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ça vient d'une seule ligne de produits.
C'est-à-dire qu'il y a d'autres groupes, d'autres entreprises à succès qui arrivent peut-être à ce niveau de revenus, à ce niveau de chiffre d'affaires, mais souvent, si on prend le cas au Québec qui s'appelle Couche-Tard, par exemple, qui est un dépanneur, on est dans des dizaines de milliers de produits pour arriver au final à un chiffre d'affaires plus ou moins équivalent. Or, dans le cas de Nespresso, avec une seule ligne de produits, on est capable de générer autant de chiffre d'affaires. And here's where it gets really interesting. Nespresso produces 8% of Nestlé's operating profits. Now that suggests for Nespresso an operating profit of 30%. That's pretty amazing. That's a profit-splitting machine. This is 2 times Nestlé's group margins. Ce modèle à succès, justement a généré quand même une marge opérationnelle de 8%, ce qui donne un profit pour cette filiale Nespresso qui est quasiment le double de la moyenne du profit habituel dans le groupe. Challenge Nespresso. So, the successful business model is like this. One of the pillars of this business model is, of course, the patents that protect the lock-in. And it's the lock-in that gets people to come back and produce recurring revenues. Excellent, ça c'est vraiment le moment le plus exquis de la présentation d'aujourd'hui, parce que c'est justement le patent étant le brevet, hein, c'est le brevet que disposait Nespresso dans ces années-là, qui interdisait à tout concurrent de pouvoir imiter la forme de la capsule, et donc aucune autre capsule que celle produite par Nespresso n'est capable de rentrer dans la machine. Et vous voyez au niveau du lock-in, nous avons créé chez Nespresso une façon de cadenasser entre guillemets ou de verrouiller, le terme est plus approprié, de verrouiller je dirais le client. Le client justement qui va de façon répétitive acheter et continuellement acheter la capsule de Nespresso. Donc c'est exactement cet élément, ou plutôt la combinaison de cette dynamique d'éléments qui a fait du modèle d'affaires de Nespresso un succès. So in 2012, some of these patents expired, and with that, their business model expired like a yogurt in the fridge. Et mauvaise nouvelle, un brevet technologique a évidemment une date d'expiration, et donc à l'expiration de ce brevet, toute la dynamique de verrouillage qui était faisable auparavant a totalement disparu grâce à la disparition quelque part des brevets dont disposait Nespresso. Et j'ai envie de vous laisser cette image en tête. Un modèle d'affaires ou un business model expire exactement comme un yogourt dans votre frigidaire. C'est exactement le même phénomène. Il va falloir tout le temps le repenser de façon continuelle. Because now others can produce pods that fit in the Nespresso machine. One of the people who launched a company producing pods for the Nespresso machine is this guy, Jean-Paul Gaillard. He was the father of the Nespresso business model when he worked for Nestlé. Alors ce monsieur, Jean-Paul Gaillard, que vous voyez sous les yeux, est tout simplement l'inventeur ou le père du business model de Nespresso qui a fait le succès de cette filiale du groupe Nestlé. Et il est devenu, après coup, à la concurrence. Donc, il a créé une nouvelle société. Il est devenu concurrent de Nespresso, tout simplement parce qu'il connaît très très bien l'enjeu du verrouillage. Et donc, une fois que les brevets ont expiré, il a été un peu à l'origine du premier concurrent de Nespresso sur les capsules à machine. Now today, he's running a company called the Ethical Coffee Company that produces pods that fit inside the Nespresso machine. Because the patents for the pods expired, he can do so. Now, of course, Nestlé is fighting back in the court, but losing more and more. Il n'a pas été chercher trop loin, il a pris Nespresso, il a renouvelé le N, donc copie pour copie, ma collègue Joanne me fait un petit sourire. Effectivement, donc c'est une guerre commerciale, une guerre marketing, mais il connaît très très bien, sûr, les dessous un peu de l'affaire. Évidemment, Nestlé ne s'est pas laissé faire, il l'a attaqué en justice, mais entre-temps, à juste titre, Nespresso est en train de perdre beaucoup de parts de marché. And here's where it gets really challenging for Nespresso. One of the heavyweights of the scene, Mondelez International, owner of brands like Stimorol,
Oreo cookies, or Toblerone is arriving in the market and producing pods for the Nespresso machine. And obviously they're benefiting from what Nespresso created until now. So Mondelez is attacking Nespresso with pods that fit in the Nespresso machine in their core markets. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que d'autres groupes, tels que Mondelez International, qui a des marques que vous connaissez sans doute, Oreo, Toblerone, etc., se sont retrouvés finalement en mesure d'attaquer un marché qui a été créé par Nespresso, à savoir des dizaines de milliers, voire des millions de machines Nespresso disponibles à travers la clientèle au monde. Et eux, pour peu qu'ils puissent inventer une capsule qui maintenant, grâce à l'expiration du brevet, sont capables de l'imiter. Et donc finalement, ils peuvent s'offrir une part de marché assez intéressante. Voilà comment donc la situation qui était très positive à l'avantage de Nespresso il y a quelques années s'est retrouvée complètement dans une situation très compliquée et très complexe. That's a pretty big challenge to Nespresso's business model, or at least to the growth rates that they produced until now. Now let's look at what Nestlé, the mother company, the mothership, did in the meantime while Nespresso was managing their growth. Ici, nous allons voir maintenant la maison mère, donc qui s'est pas laissé faire par rapport à tous ces enjeux de compétition. Ils se sont dit bon, on doit réagir. Et l'une de leurs réactions, c'était justement d'innover encore et encore en termes de business model, en termes de modèle d'affaires, pour justement contrecarrer les attaques des concurrents. Voici l'exemple de Dolce Gusto qui a été sous le brand de Nescafé. They created another machine, the Dolce Gusto machine, which is similar because there are pods that fit in the machine, but with a very different business model. They target the mass market, mainly cappuccino drinkers, with this type of system. And it's marketed through the Nescafé brand, which is the established brand of Nestlé in the coffee market. Then they launched special tea as a pilot in some markets where you use pods with your machine to let out a great tea. And here's my favorite, called Babiness. Babiness is of course not about tea or espresso, it's about baby formula. So you take the pod, put it in the machine, and in 30 seconds you have your bottle ready for your baby. Et là, vous avez compris que Dolce Gusto est une marque un peu plus accessible et n'est pas une marque élitiste comme ça a été dans le cas de Nespresso. Donc, ils ont gardé le même business model. Par contre, ils ont changé le segment de marché, ils ont changé le segment de la clientèle pour aller s'attaquer à ce qu'on appelle au marketing le mass market. Ce qui est intéressant et quasiment rigolo, c'est que le même business model que nous avons. Je demanderai juste aux nouveaux arrivants d'éteindre leur microphone, s'il vous plaît. Je leur remercie, je leur souhaite la bienvenue en même temps. Donc, je disais que Nestlé ayant beaucoup d'expertise au niveau, bien sûr, du lait, donc ils se sont dit, bon, tiens, est-ce qu'on pourrait quelque part joindre un peu les deux mondes, à savoir celui du café avec cette idée d'avoir une machine avec des capsules et notre expertise au niveau du lait. Et ça a créé Babiness, qui est tout simplement une machine à produire du lait pour bébé à travers une capsule. Évidemment, vous pouvez être d'accord avec moi que ça s'adresse à la maman qui est soit occupée, soit qu'elle veut se dépanner, entre guillemets, dans des situations où elle voudrait nourrir son enfant assez rapidement. Et vous voyez dans les capsules, il y a quasiment tous les âges, donc 1 an, 2 ans, 3 à 6 ans, etc. Donc, une fois, j'invite juste nous vous arrivons sur le webinaire à éteindre leur microphone, s'il vous plaît. Merci. Now that is pretty spectacular. And what's interesting here is that they're using a different business model and they're experimenting with things like rental because not very many families want to use this machine every year. So de facto, what happened here is that Nestlé built a business model portfolio. This allows them to sustain growth and diversify risks, but of course they have to manage the competition and the synergies between the different types of machines. Now, I hope you understood here that business models can expire like a yogurt in the fridge and that you need to keep yours fresh.
Class dismissed. Et donc, pour finir, Nespresso finalement n'a pas seulement innové avec un seul modèle d'affaires, mais par contre, ils ont été quasiment à l'origine de plusieurs business models, et c'est ce que nous appelons un portefeuille de modèles d'affaires. Et parfois, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, il va falloir penser non seulement à repenser et à réinventer son business model actuel, mais plutôt dans une optique de compétition. Souvent, il va falloir penser à plusieurs business models, parfois pour agir en compétition, parfois pour agir en termes de diversification de produits ou de marché. Et donc, c'est cette façon essentielle pour les entreprises afin qu'elles puissent survivre, de disposer de business models innovants et performants, mais tout le temps le remettre à l'ordre du jour et le réquestionner en se remémorant cet adage qui dira que un business model a une date d'expiration ou de péremption, si vous préférez, au même titre qu'un yogourt au niveau d'un frigidaire. Donc, vous voyez avec cette histoire de Nespresso, comment est-ce que les enjeux, je dirais, apparaissent. C'était un énorme échec au début. Il y a eu une réinvention au niveau du business model, c'est devenu un succès, mais juste parce qu'un élément clé du business model, à savoir les ressources clés, dans le cas de Nespresso, c'est quasiment le brevet. Une fois qu'il aurait expiré, ben évidemment, on s'est retrouvé dans des situations assez complexes quand même. Rentrons un peu, maintenant qu'on a compris les enjeux du business model, commençons quand même à avoir une idée un peu plus précise sur les blocs. Et je voudrais vous dire d'ailleurs que pour ceux qui n'ont pas reçu la première partie du livre en PDF, ils peuvent juste nous écrire, on leur promet qu'on va leur donner les quelques 70 premières pages du livre. Et sans trop tarder, on va essayer, avant de rentrer vraiment dans les 9 blocs en tant que tels, je vais vous communiquer cette présentation sur le business model de Google. Qui ne connaît pas Google, ou du moins Google Search, et regardez aussi comment on est capable de capturer un business model, et je vous invite à avoir cette attitude dans votre quotidien professionnel et privé, de tout le temps pouvoir et essayer et tenter de capturer les business models des entreprises qui vous entourent. So let's start by sketching out the business model of Google. And we're just going to look at the essence of their business model. So we're not going to go into the details. We're going to look at the blueprint of their strategy. So let's start with the value proposition. Google helps us find information, and no value proposition is independent of the customer segments. So who are they targeting with this? Users globally. Ask yourself, when did you do a Google search the last time? Probably the last 24 hours. So how does Google reach us? Through which channel? Through Google.com. And what kind of relationship does Google establish with us? Well, it's 100% automated. You can't just call Google and ask them something, right? It's automated. Now, what do we pay for what they offer us? Nothing. Google is free. This is a business model that's based on a free service. So what do they have to be able to do to offer all this? Let's look at the backstage of their business model. First thing here is that they have developers who do software development. They have developers who do network development, because behind Google is a very, very, very substantial IT infrastructure. And what do they also have, which is something we might forget, is intellectual property. Google started out with very specific algorithms that allow them to offer this value proposition to better find information on the web. Now let's look at the partners they have, and I'll keep it very simple here. It's basically the telecom infrastructures that offer them the pipes to reach the internet. Now let's look at the main costs, and when we have this sketched out, we very quickly can sketch out the costs, namely IT, the bandwidth of their service on the internet. Now this is not yet a very good business model because everything's for free. So we need to look at the second part of their business model. They're targeting advertisers. And what do they offer advertisers? They offer them an audience to reach and sell advertising. So what we need to put here in the infrastructure, in the key resources, is a large base of users.
Without a large base of users, they don't have a value proposition to advertisers. How do they reach the advertisers? Also, Allô, salam alaikum. also through Google, but through Google AdWords, their program. And how do they earn money from this? ايوه السجون تبع Do you want to be more specific? السجون تنسي Keyword auctions. It's auctioning off keywords that makes طبعا very, very wealthy company. Now, if we look at relationships, شكرا خدام which allows us to create خلي نشرح a usable business model. Voila, you have the blueprint. ايوه Parfait, donc vous venez de voir et je remercie Hamza de mettre son microphone en silencieux et l'ensemble des participants d'ailleurs. Donc vous venez de voir un peu le business model de Google et comment il a été capturé. Les deux couleurs que vous avez remarquées, l'une est gratuite, tout le monde qui va sur Google pour rechercher des mots-clés, c'est tout à fait gratuit, donc nous ne payons pas en réalité quand nous recherchons de l'information à travers Google. Par contre, les annonceurs qui, eux, essaient de nous mettre devant nos yeux leur publicité, eux, par contre, ils payent Google. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle un double-sided business model. Et c'est ça qui permet en fait à Google aujourd'hui d'avoir beaucoup de revenus, des milliards de revenus d'ailleurs. Je vais arrêter en termes de vidéo à ce niveau-là pour venir finalement sur une partie qui est un peu plus pratico-pratique. Donc, je vais juste vous montrer un exemple de business Canva pour que vous puissiez un peu avoir un aperçu sur les différents blocs. Donc, nous avons ici, je vais ouvrir juste sur un nouveau projet, le temps que ça recharge. Et nous allons ouvrir un peu un 10 minutes de questions-réponses dans un moment. Parfait, donc j'ouvre sur ici, je mets juste webinaire pour juste le nom. Webinaire. La monnaie est en dollars, mais après on peut la changer comme on veut, c'est pas un souci. Regardez ici les 9 blocs. Donc vous avez au milieu la proposition de valeur. Donc ici, dans le cas de Google, c'était justement de la recherche, donc recherche de mots. Quelle clientèle? Donc ce sont tous les usagers, donc usagers d'Internet finalement. Et les canaux de distribution, donc c'est évidemment le web. Donc on est capable comme ça d'écrire, de transcrire un peu notre canal de communication et de distribution de cette proposition de valeur. Quel genre de relation Google souhaite avoir avec ses usagers? Évidemment, c'est une relation totalement automatique puisqu'il n'y a pas de contact direct humain entre Google et les usagers. Et par contre, avec une autre couleur ici que je peux modifier avec ce petit bouton, on est capable de designer ce qu'on appelle des enchères. Donc, des enchères. Et ces enchères vont être intéressantes pour qui? Évidemment, des annonceurs. Donc, je vais pouvoir modifier sa couleur aussi pour qu'elle puisse être voilà, similaire. Et là, c'est plutôt en général, c'est des agences ou bien c'est Google elle-même avec des gestionnaires de comptes qui, eux, font un peu le travail de recherche d'annonceurs, donc gestionnaire de comptes. En changeant toujours la couleur, nous allons comprendre qu'elles sont liées. Donc ici, en termes de revenus, c'est gratuit. Gratuit pour qui? Évidemment, c'est un service gratuit pour les jeunes étant les usagers. Et ici, aux enchères, donc payant. Payant, ça serait plutôt avec une couleur dans le vert, parce que ça s'adresse plutôt aux annonceurs. Je ne vais pas aller au-delà de cela pour les key partners, les key activities, les ressources, etc. Mais vous comprenez bien qu'en termes d'infrastructure TI, donc technologique, c'est l'infrastructure de Google qui est le principal coût. Et en termes par contre de ressources clés, au moins nous pouvons citer l'algorithme. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'algorithme
de Google qui fait toute sa puissance, son algorithme de recherche, j'entends bien évidemment. Algorithme, voilà. Excellent. Donc, cette application que vous voyez sous les yeux, nous, en tant que spécialistes en innovation, donc on accompagne les entrepreneurs en démarrage, mais aussi des entreprises, des chefs d'entreprise ou des équipes d'entreprise qui veulent concevoir leur business model. Après, bien sûr, on peut aller vers des niveaux d'innovation assez importants. Au stade de l'introduction aujourd'hui, je m'en arrêterai là, mais j'espère pouvoir avoir d'autres occasions d'échanger avec vous en termes au niveau de vos besoins, afin d'y aller vraiment à des niveaux, on va dire, un peu plus pointus. Donc, évidemment, ça ne couvre pas toutes les parties du business model. Vous comprenez bien que c'est juste, on va dire, une introduction. Ceci me fait passer en fait à l'étape des questions-réponses, et notre collègue pourrait éventuellement aussi, Joanne Saint-Ange pourrait aussi reprendre la main dessus si jamais elle a elle-même des questions. Nous vous annonçons qu'il y a prochainement donc, beaucoup d'activités en 2016 qui sont en attente sur notre site internet ccrhre.com. Vous pouvez les retrouver. Il y a aussi l'infolette qui est un excellent moyen de garder contact avec nous. Mais évidemment, des formules pour ceux qui sont ici au Québec. Nous allons peut-être revenir pour ceux qui sont au Maghreb, mais pour ceux qui sont ici à Montréal, nous organisons en général chaque quelques semaines un lunch and learn, donc un déjeuner réseautage autour d'une thématique qui concerne souvent le management, l'interculturalité, etc. Tout ça est disponible à travers notre site internet. Donc, nous allons maintenant ouvrir les microphones. Le microphone pour ceux qui souhaitent intervenir. Je vous prie d'être juste un petit peu pas réactif, mais voilà. Donc, qui souhaite poser une question à ce niveau-là? Quel genre d'événement en fait vous allez vraiment organiser? Pardon, excusez-moi, juste un peu plus à voix haute, un peu plus. C'est qui parle? Oui, allez-y, Monsieur Boukhobza, allez-y. Allô? Est-ce que vous pouvez utiliser le microphone? Allô? Vous pouvez aussi m'écrire si vous préférez ou si ça ne fonctionne pas au niveau du microphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir en attendant que M. Boukhobza reprenne la maîtrise de son microphone? J'ai vu beaucoup de gens arriver en fait au milieu de la thématique. Je m'en excuse pour eux, mais on a été contraint de démarrer à l'heure pour ne pas faire attendre nos invités. Mais on va pouvoir éventuellement se reprendre sur d'autres occasions au niveau de ce thème du business model qui, selon nous, a suscité beaucoup d'intérêt depuis notre première annonce. J'ai ma collègue, en attendant que quelqu'un puisse prendre la parole. Ah oui, je voudrais vous remercier. Oui, merci Amira, merci de vos remerciements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je passe la parole à ma collègue, Madame Joanne Saint-Ange, qui est ici à côté de moi pour ceux qui nous ont rejoints, qui est présidente du cabinet RHRE, qui aurait une question ou un commentaire. Joanne. Bien d'abord, merci Rani pour cette présentation fort dynamique. Pour ma part, à chaque présentation, ça me permet d'approfondir encore plus ce business model qui est sûrement utilisé, et je peux dire qu'au niveau du cabinet RHRE, on a entrepris la démarche avec Rani pour justement nous appuyer et revoir notre façon de penser, nos services, notre clientèle et les produits qu'on offre aussi en termes de consultation, de formation ou de coaching. Ma question, Annie, c'est pour nos auditeurs, les participants et d'autres éventuellement qui sont intéressés, oui. Suite à avoir vu une présentation, à voir
être accompagnés dans leur révision? Comment tu fonctionnes, peut-être pour le Parfait. bénéfice? Merci Joanne. Effectivement, la question, on l'a souvent posée. Donc, il y a deux façons de faire. Soit de vous inscrire à un workshop que j'organise en général chaque trimestre. Le prochain, par exemple, est à Alger. Pour ceux qui sont à Alger, le 9 et le 10 décembre. Sur mes réseaux Facebook, vous pouvez le retrouver. On peut aussi partager l'information avec vous. Avec Madame Saint-Ange, on est en train de penser justement à une formule un peu similaire, mais peut-être sizée pour le cas du Québec, parce que 2 jours consécutifs, c'est peut-être pas l'idéal dans notre cas. Donc, on va réfléchir ensemble sur une formule peut-être de plusieurs demi-journées. Donc, la première façon de faire, c'est typiquement d'assister à un workshop. Évidemment, un workshop va aller au-delà du simple fait de l'introduction. On va vraiment faire des mises en pratique, mais aussi des business cases, donc des cas pratico-pratiques qui répondraient aux besoins des participants. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est tout simplement de réserver Rani Colli, donc moi-même, pour du coaching personnalisé et individualisé. Donc, à travers Skype ou à travers du face-to-face, dans les deux cas de figure, il y a des gens qui réservent une banque d'heures, souvent entre 10 à 15 heures pour faire un premier je dirais, overview, une première capture du business model actuel, incluant quand même une certaine façon de repenser le business model. Suite à cela, dépendamment de l'ampleur du changement qu'on voudrait opérer, ça va peut-être aller vers plus d'heures. Mais déjà, une première banque d'heures de 10 heures, je dirais par expérience, ça permet quand même d'avoir un petit peu une idée sur comment concevoir son business model. C'est un partage en termes de formation, mais c'est aussi de l'action. On va réellement capturer le business model de l'entreprise ou de l'entrepreneur en question. Donc, c'est aussi la deuxième façon, je dirais, de pouvoir en bénéficier, appliquer. Il y a une troisième qui est à l'étude, mais c'est un projet pour 2016. Je suis en train de penser à une façon en e-learning, donc de façon à ce qu'on puisse, voilà, bénéficier de cette formation sous forme un peu de e-learning. C'est à l'étude pour des raisons technologiques, mais ça va être la troisième façon d'ici 2016. On a aussi quelques questions au sujet d'Alger. On pourrait savoir où exactement. Alors, ce serait à l'hôtel Hilton pour ceux qui sont à Alger. Comme je vous l'ai dit sur mes médias sociaux, donc ranicoli.com ou sinon ranicoli sur Facebook, vous allez pouvoir avoir l'ensemble des détails. Mon assistante à Alger sera en mesure effectivement de vous donner un peu plus de détails. Ce que je vais faire, c'est qu'en suivi de ce webinaire, je vais vous écrire un email avec un peu plus de détails à ce niveau. Et merci pour Amina pour la question. Est-ce qu'on a d'autres questions venant de vous pour ceux qui veulent intervenir soit live à travers le microphone ou ils peuvent aussi m'écrire directement leurs questions. Alors, à quel niveau sur Alger? Voilà, je venais de répondre justement. Je vous ai dit que c'était à l'Hilton d'Alger. Donc, c'est à l'hôtel Hilton, tout simplement à Alger, à Mohammedia, que ça va se passer. Pour les dates de Montréal, elles ne sont pas encore fixées. Le lieu et les dates seront communiqués un peu ultérieurement. Avons-nous autre chose que j'aurais manqué? Donc, l'ensemble des questions viennent un peu à peu près par rapport au lieu. Voilà. Par contre, l'IS me dit comment peut-on créer un business model pour une entreprise à plusieurs produits? Excellente question, merci l'IS pour cette question pertinente effectivement. La réponse c'est que dans un premier temps, il va falloir concevoir le business model global. Comme vous l'avez vu dans les vidéos, avant de rentrer trop dans le détail, il est pertinent et important de se contenter d'une grosse idée du modèle d'affaires de l'entreprise. Par la suite, et effectivement la question est très pertinente, on est capable, produit par produit, de designer ou de concevoir le business model de chaque produit, à savoir avec un peu plus de précision sur les couples produits-marché, un peu plus de précision sur la proposition de valeur qu'offre chaque produit. Donc, c'est des choses aussi au niveau du coaching ou au niveau de l'accompagnement individualisé que j'ai l'habitude de répondre à mes clients à ce niveau-là. Mais effectivement, il y a différentes façons de l'appliquer en termes de Canva.
Il y a une façon de le faire pour le global, pour l'entreprise de façon générale. Il y a une façon de le faire pour un produit ou un service. Si on prend le cas de notre cabinet, par exemple, évidemment, nous avons plusieurs offres. Il y a de la consultation, il y a des webinaires, comme ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Nous avons aussi des séries de formations préconçues qui sont à destination d'une certaine clientèle déjà préconçue. Donc, la démarche serait d'abord de concevoir le business model global pour voir un peu d'une certaine manière l'ensemble de l'activité, comment elle opère sous forme d'un business model. Puis, on est capable de zoomer, entre guillemets, produit par produit ou sinon service par service pour voir la dynamique qu'il y a entre chaque proposition de valeur et son segment de clientèle. Ce zoom nous permet d'aller un peu plus dans le détail et éventuellement de corriger ou de repenser certaines interactions qu'il y a avec les autres produits ou de repenser certaines interactions qu'il va falloir avoir avec peut-être de nouveaux segments de clientèle auxquels on n'avait pas nécessairement pensé. Joanne? Oui, j'ai une autre question pour toi, Rani. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Exact, parce qu'en écoutant les interactions, souvent, il nous vient les idées plus pratiques dans l'application. Donc, je sais que tu as écrit un article qui est de brûler votre plan d'affaires avant qu'il ne vous brûle. Eh bien, justement, M. Bouhabza me pose la même question. D'accord. Ma question, c'était... Est-ce qu'on peut imaginer utiliser le business model Canva pour un start-up qui n'est pas en affaires du tout, ouais. Mais on projette d'ouvrir et on utiliserait ce modèle. Merci Joanne pour la question et ceci rebondit d'ailleurs sur la question de M. Bouhabza. Quelle est la différence entre un business model et un business plan? À peu près, ça rejoint un peu la même idée. D'abord, à l'origine, cette thèse de PhD a été éminemment pensée pour les startups. J'irai même plus loin, elle a été éminemment pensée pour les startups en TI, en technologie de l'information. Et leur première surprise à ces deux co-auteurs, et moi y compris quand j'ai rejoint un peu l'équipe des spécialistes en innovation d'affaires, c'était que ça rejoint finalement plus de clientèle que celle exactement. Non seulement tous les secteurs, donc au-delà des TI, mais aussi tous les types, tous les âges d'entreprise, je dirais. Celles qui sont à zéro, voire même à moins de zéro en termes de start-up, mais aussi les Google de ce monde, les Nike de ce monde, les Mastercard de ce monde, etc. Y compris Nespresso. Donc ça, c'est un peu l'une je dirais, des applications qui n'étaient pas attendues par les deux co-auteurs au début. Donc, je confirme que oui, c'est éminemment utilisable au niveau de la start-up en gestation, en incubation, comme on dit. Pour aussi rebondir sur la question de ce fameux article qui a fait beaucoup de buzz, à savoir brûler votre business plan avant qu'il ne vous brûle. Et la différence n'est pas en opposition. Ce n'est pas tant d'opposer la théorie ou plutôt le concept du business model avec la pratique du modèle du plan d'affaires. Voilà. Ce n'est pas tant en opposition. C'est plutôt dans un axe de temps. Il est impensable pour qu'un chef d'entreprise ou un entrepreneur quitte au stade de la gestation d'idées, il est impensable de bâtir tout de suite son plan d'affaires. Pour une raison tout simple, et vous êtes suffisamment expérimenté là-dessus, Madame Saint-Ange, pour dire que on ne peut pas avoir tous les éléments à disposition et on ne maîtrise pas toutes les variables. D'où l'intérêt de partir beaucoup plus sur un one page là pour bâtir un peu son modèle d'affaires et puis de le présenter soit à un investisseur, soit à des collaborateurs, soit carrément à moi-même en tant qu'entrepreneur, éventuellement pour me faire une idée globale. Une fois que le business model aurait été testé et validé par le marché, et là je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça fait partie du workshop justement, des 3 niveaux de fit, des 3 niveaux de maillage ou d'adéquation. Il y a une adéquation marché, il y a une adéquation produit-offre, il y a une adéquation aussi besoin tout simplement, donc besoin-problème. Donc ces 3 adéquations, une fois qu'elles auraient été faites, oui, il va falloir aller vers un business plan. Il va falloir aller vers un plan d'affaires. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons assez de matière et assez de validation par la clientèle, par le marché lui-même, pour qu'on puisse se dire, on va se projeter sur 3 à 5 ans. Mais donc voilà, c'est un titre un peu provocateur, entre guillemets, celui de vouloir opposer les deux, mais c'est avant tout la chronologie qui est importante à considérer. Donc, en résumé,
j'invite tout le monde à innover en matière du business model en amont, puis par la suite bâtir son plan d'affaires de façon structurée. Est-ce que nous avons peut-être une dernière question avant de clôturer ce beau webinaire cette matinée ou cette soirée pour les gens qui sont à Alger et au Maghreb? J'en prendrai une dernière éventuellement. Je fais juste un marche arrière sur mes notes textuelles s'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait manqué. Parfait. Donc, ceci clôture notre séance d'aujourd'hui. D'abord, vous allez pouvoir réécouter l'enregistrement parce que l'enregistrement on l'avait démarré dès le début, donc vous allez pouvoir réécouter cela. Deuxièmement, normalement, la plupart d'entre vous, sinon tous, vous avez déjà reçu quelques documents de référence concernant cette thématique. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, je vous prie juste de garder contact avec moi et puis donc finalement de me solliciter là-dessus. Je vais me faire un plaisir de les partager avec vous. Et voilà, donc il y a quelqu'un déjà qui dit que je n'ai pas reçu. Donc je vous prie juste de m'écrire sur cette adresse email que je vais partager avec vous. Le arrobas, comment tu le fais? C'est ici, ok. Oups. Voilà, donc sur cette adresse email, vous pourrez m'écrire pour recevoir les documents de référence. L'enregistrement aussi va vous être parvenu et acheminé suite à ce webinaire. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre participation et aussi de votre interaction tant textuelle. On n'a pas eu l'occasion de se faire en audio, mais je comprends que les connexions ci et là ne sont pas tout à fait adéquates à ce genre de choses. Ce n'est qu'une première pour certains, une deuxième pour d'autres. J'espère qu'il y en aura de prochaines et à très bientôt. Merci.